Bon dimanche et bonjour à tous. En riposte au rapport 2019 de Human Rights Watch qui accable l'armée du Cameroun engagée dans les régions d'expression anglaise, le gouvernement a réagi cette semaine dans une déclaration faite à Yaoundé. René Emmanuel Sadi s'est insurgé contre les allégations de cette organisation non gouvernementale qui tend, selon le ministre de la Communication, à discréditer l'action des forces de défense et de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Mais face à la floraison des rapports publiés par les organismes non gouvernementaux depuis le déclenchement de la crise socio-politique dans ces régions, peut-on qualifier d'approximative et de mensongère ces allégations? Sous le fallacieux prétexte de la protection des droits humains, ces organismes non gouvernementaux veulent-elles donc préméditer la déstabilisation du Cameroun? Le Cameroun paye-t-il aujourd'hui le lourd tribut de son adhésion au principe des libertés? Que pensez-vous de la posture gouvernementale devant cette alerte aux violations présumées des libertés? Le sujet est en débat ce dimanche dans le cadre de cette livraison de Politiquement Incorrect. Les déplacements des membres du gouvernement et des directeurs généraux des sociétés publiques et hauts fonctionnaires à l'étranger sont dorénavant scrutés de près. Dans un message fax du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, adressé au secrétaire général de la primature, l'on a appris cette semaine que les nombreux déplacements à l'étranger de plusieurs membres du gouvernement, directeurs généraux d'entreprises publiques, obéraient le budget de l'État et compromettaient le suivi des dossiers administratifs des administrations concernées. Dans la foulée, le Premier ministre, chef du gouvernement, dans un message porté cette semaine, a décidé que seules des missions statutaires dont l'utilité pour le Cameroun est avérée sont autorisées. Par conséquent, les demandes d'autorisation de sortie du triangle national en rapport avec la participation aux activités telles que des colloques, les séminaires, les conférences et autres remises de prix sont systématiquement rejetées, en particulier lorsque ces déplacements sont supportés par le budget de l'État ou celui des organismes publics. Que pensez-vous de cette nouvelle mesure qui visiblement entre dans le cadre de l'assainissement de la dépense publique dans notre pays? Et puis en dernière dorsale, nous parlerons de l'accord de libre-échange continental. L'initiative a été lancée en 2012 par l'Union africaine. 22 pays sur les 54 que compte l'Afrique ont donc accepté de ratifier l'accord. Le commerce intra-africain devrait être lancé en juillet prochain à Niamey au Togo lors de la prochaine assise de l'Union africaine. Mais la mise sur pied de ce projet continental se heurte à la réticence de plusieurs pays importants sur le plan économique, à l'instar du Nigeria, la première puissance économique africaine. On en parle donc en troisième dorsale de cette livraison de Politiquement Incorrect ce dimanche. Un seul code d'accès pour réagir par SMS, c'est le 695 38 79 46, 695 38 79 46. A tout de suite. Je vais rapidement décliner le profil des personnalités qui ont bien accepté d'être des nôtres ce dimanche sur les antennes de la télévision du monde. Et je vais commencer par Bandakani, qui est le président national du nouveau mouvement populaire. Président, bon dimanche et merci d'avoir accepté notre invitation. Bon dimanche à vous, mon chéri. Je suis très honoré que vous ayez pensé à ma modeste personne pour prendre part à ce prestigieux plateau que je connais, d'histoire et même de création. Je salue mes copanélistes que vous aurez l'honneur de présenter et j'adresse un bon dimanche particulier à vos téléspectateurs. Je termine en saluant les techniciens sans qui nous ne pouvons pas travailler dans de bonnes conditions. Juste à proximité du président Bandakani, il y a donc Xavier Bellemé en nom qui est chargé de la communication du social
démocratique fondant le littoral. Xavier, bon dimanche. Oui, bonjour mon très cher Yves. Nous vous remercions de l'honneur que vous nous faites en nous invitant à votre émission. Et puis, le docteur Salmon Ebele est avec nous ce dimanche. Vous êtes économiste. Bon dimanche et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui dis merci, je suis très honoré et bonjour à tous les téléspectateurs. Sa Majesté Patrick Ondondon est avec nous ce dimanche. Il représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Yaoundé. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mes chers panélistes. Je crois que pendant les débats, on aura l'occasion de faire plus ample connaissance. Alors, petit rectificatif au sujet justement de la prochaine assise de l'Union africaine. C'est à Niamey, exactement, et c'est au Niger. La précision vaut également la peine. Je voudrais qu'on entre dans le vif du débat avec vous, Sa Majesté, pour comprendre le dernier rapport de Human Rights Watch qui a été largement fustigé par le gouvernement de la République qui parle finalement d'allégations non fondées. Vous partagez ce point de vue du gouvernement au regard de la publication de ce rapport 2019 de cette organisation non gouvernementale? Évidemment, le porte-parole du gouvernement a donné la position du gouvernement camerounais. Il s'est basé sur les faits, sur l'ensemble des faits qui se déroulent dans le théâtre des opérations, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et on peut constater que cette ONG, je ne sais pas de quelle nationalité est, a donné, n'est-ce pas, un rapport édulcoré, un rapport partiel, voire partial, un rapport qui a beaucoup de sous-entendus. Et ce n'est pas juste. Le peuple camerounais ne mérite pas ce genre de choses. Il n'y a pas de raison que les gens qui sont tapis, je ne sais pas sous quel officie, veulent effectivement déstabiliser le Cameroun par ce genre de rapport, d'allégations mensongères, diffamatoires à la limite. C'est pas sérieux, quoi. Xavier, vous pensez que ce rapport de cette organisation non gouvernementale vise, comme l'a dit votre prédécesseur, à poser les jalons d'une déstabilisation dans notre pays? Oui, puisque c'est une redondance de la part du pouvoir, on voit partout. Les problèmes sont réels. Et ce qui m'étonne, c'est que quand c'est les ONG occidentales qui se prononcent sur les faits chez nous, le pouvoir est réactionnaire. Mais pourtant, on a des ONG ici localement qui font un travail remarquable, notamment Maximilien Ngombe du REDAC, qui fait un travail remarquable. Mais moi, je dirais, aujourd'hui, la zone du nord-ouest, les régions du nord-ouest, du sud-ouest, autant pour moi, c'est des zones de guerre. Et quand j'ai visité le rapport de Human Rights avant d'arriver ici à votre studio, ce rapport est simple, clair. Il dit qu'il y a des morts, des civils sont pris en tenaille entre l'armée du Cameroun et les séparatistes. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est une zone de guerre. Aujourd'hui, circuler dans ces deux régions est devenu quasi impossible. L'autre dit, moi je ne trouve pas en quoi est-ce que cela ressemble à une situation, à un complot pour déstabiliser le Cameroun. Puisque le Cameroun est déjà même déstabilisé, cette partie du Cameroun est déstabilisée, qui représente au moins près de 30% du territoire national. Et dans la déstabilisation, et cette ONG donc dénonce cette situation de guerre totale et dit, bon, je sais que le point qui fait très mal au pouvoir, parce qu'elle affirme dans son rapport que les maisons, des centaines de logements sont brûlés par des forces armées et aussi par les séparatistes. Parce qu'elle envoie dos à dos, eux, le pouvoir et les séparatistes, ce qui est tout à fait normal. L'armée régulière, l'armée de la République du Cameroun, qui a pour rôle de sécuriser l'ensemble du territoire national. Dans le cas de ces opérations, parce que les gars, les séparatistes qui sont en face d'elle, ce n'est pas des personnes facilement identifiables qu'on peut distinguer entre la population. Ils peuvent facilement se dissimuler au niveau de la population et ce n'est pas facile. Il peut y avoir des bavures, ça peut arriver. On le condamner plutôt. C'est comme quelqu'un qu'on lui montre lui regarde le doigt. On coupe, non. Plutôt, nous devons, le gouvernement de la République doit pouvoir mieux observer la situation sur le terrain, mieux regarder les éléments des forces armées camerounaises. Pour une telle guerre n'est pas facile. Ça, j'en conviens.
c'est pas très très facile de mener une guerre face à des forces qui sont en face de vous, qui ne sont pas facilement identifiables et différenciées du reste de la population civile. Et les bavures peuvent toujours arriver. Et moi, je crois qu'au lieu d'aller tirer le diable et annoncer une probable déstabilisation de la République du Cameroun, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Alors, président Dandakani, parlons de ce rapport de Human Rights Watch. Je rappelle que ce n'est pas le premier rapport du genre qui évoque des velléités de torture ou de violation simplement flagrante des droits de l'homme. Le rapport 2017 d'Amnesty International s'était également focalisé sur la question et dénonçait les violations des droits de l'homme dans les régions d'expression anglaise au Cameroun, parlait même d'ailleurs à ce sujet d'exécutions extrajudiciaires, de torture pratiquées dans cette partie du terroir. Quel est le crédit que vous accordez à ce énième rapport qui accable de nouveau nos forces de défense et de sécurité? Aucun crédit. C'est un chiffon qu'il faut jeter à la poubelle. Et je vais démontrer pourquoi. Tout à l'heure, mon excellent ami il va parler du sage qui montre la lune. Et quand on regarde plutôt son doigt, je vais pas lui concéder. Sauf qu'il faut s'assurer que celui qui montre le doigt connaît la lune. On peut montrer le soleil et le confondre à la lune. Human Watch, Amnesty International, sont des organisations, pour ceux qui ont une culture géopolitique internationale, qui ne méritent aucun crédit. Ce sont des chevaux de Troie de l'impérialisme occidental, le plus sauvage et le plus abject. Je fais un parallélisme sur la question, pour qu'on se comprenne mieux. On nous a présenté par exemple la CPI comme la Cour pénale internationale. Et il y a des gens qui racontaient partout que la justice internationale, c'est le symbole du blanc, aux yeux bleus, blond, civilisé, qui sait tout, et que c'est le parangon de la justice. Vous avez pu venir de vous rendre compte que la dame là, qui est procureure, est interdite d'entrer aux États-Unis. On lui a retiré le visa. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle veut blanchir son affaire là, qui est désormais discréditée. Elle a voulu dire que je vais aller un peu enquêter sur les crimes entre guillemets américains en Afghanistan. Évidemment, elle est vulgairement instrumentalisée par la France. Parce que la CPI, pour ceux qui savent, c'est un parquet français qui ne dit pas son nom. Les Américains lui ont dit tu n'entres pas ici. Et Bolton a dit avant que si par hasard tu fais ça, on va t'arrêter. Et de trois, nous allons détruire la CPI, qui ne vaut rien, qui est illégitime. Les Américains le disent alors que la CPI est en fait un prolongement des Nations Unies, puisque c'est les Nations Unies qui parrainent la CPI. Et les Américains sont membres du Conseil de sécurité. Et il y a des moments où les Américains eux-mêmes instrumentalisent la CPI contre d'autres pays. Vous voyez qu'aujourd'hui, dès qu'on dit qu'on va regarder un peu l'Afghanistan, vous avez vu la sauvagerie américaine, ce qui s'est comporté. Donc vous comprenez très bien que si c'est valable pour la CPI, qu'est-ce qu'on va dire des machins comme Human Rights Watch et Amnesty International? Il y a des questions qu'il faut se poser fondamentalement avant d'entrer dans le fond du problème, mon cher Yves. Comment est-ce que sérieusement on peut opposer des choses comme ça à des États normalement constitués? Amnesty, Human Rights, c'est quoi? C'est qui? Ils ont quelle légitimité? Qui a donné le mandat à des structures que personne n'a élues, de venir exercer un magistère moral au point de donner des leçons à des États qui eux rendent compte au moins, soit à ce que vous appelez justice internationale, soit à la population d'une manière ou d'une autre. Les gens peuvent se révolter contre l'État au Cameroun, peuvent marcher. Il y a des gens qui portent même un plainte à l'ONU contre l'État du Cameroun pour demander des médiations. Vous allez parler à Human Rights, c'est quoi? Il y a d'abord ça. Il faut questionner la légitimité de manière fondamentale de Human Rights et d'Amnesty de manière fondamentale. Il parle au nom de qui? Qui les a mandatés pour exercer ce magistère moral? Un. Deux, la question des droits de l'homme. Il faut savoir ce que c'est. Voilà des ONG qui ont une inculture terrible en matière de droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce ne sont pas les droits politiques. Est-ce qu'il faut les enseigner ça? Allez lire la théorie des droits de l'homme, même consacrée par l'ONU. Les droits de l'homme, c'est un tout indivisible qui articule les droits politiques, les droits sociaux, les droits culturels et les droits économiques. C'est l'ONU qui dit ça. D'où vient-il que les petits-enfants, dont on ne sait même pas où ils sortent, ramassent ce qu'ils appellent, ils font la comptabilité des soi-disant droits politiques, qu'ils ne séparent des droits de l'homme. Il faut qu'ils trouvent un autre nom, mais ils appellent ça droits de l'homme. Et ils se mettent à intimider les gens. Et quand ils produisent leur chiffon, les gens prennent même ça au sérieux pour les opposer à des États. 3. J'aime bien votre mot, allégation. Quand on dit que vous avez violé les droits, ça se pose deux choses.
M. Sall. Un, vous pouvez les violer de fait parce que vous ne connaissez pas. Dans le cas des États, quand vous dites à un État qu'il a violé les droits de l'homme, ça veut dire que cet État s'est assis à systématiser une démarche de violer des droits. Qui est des faits de violation de droits? Personne ne peut le nier. On a dit que nous sommes en guerre. Mais lorsque vous dites que l'État camerounais, et ce sont leurs mots, viole systématiquement les droits de l'homme, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'État du Cameroun s'est assis, a planifié, a élaboré que nous allons violer le droit de l'homme de tel à tel endroit, et on le fait. Ce n'est pas vrai. Jamais ça n'a été vérifié. Et je termine en disant ceci. Vous ne pouvez pas être au service de ceux qui violent les droits de l'homme ou qui organisent une guerre quelque part. Et donc vous sachez très bien que les conséquences seront justement de violation des droits de l'homme. Et venir vous mettre en procureur pour les protéger. Human Rights Amnesty International sont des chevaux de Troie de toutes les structures qui sont derrière la guerre au nord-ouest au sud. Nous l'avons démontré à certaines occasions. Allez voir le conseil d'administration, les qui financent ça, les qui en sont membres, qui prennent en charge tout leur fonctionnement. Allez voir. Vous allez voir que ceux qui sont derrière les multinationales et certains États sont justement les groupes qui déstabilisent les États de façon claire. Mais comment les gens qui financent le terrorisme vont venir nous donner les raisons des droits de l'homme? Au point où, parce qu'on est contre le régime, on prend ça pour valeur comptable. Donc nous disons ceci, le NMP est clair et constant cette affaire. C'est un chiffon qu'il faut jeter à la poubelle. Et moi j'encourage le ministre, comme il a dit, que si ça continue, il faut les interdire l'accès dans le territoire camerounais. Docteur Salmo Ibelair, quelle caution accordée à ce dernier rapport d'Amnesty International? Je rappelle aux téléspectateurs que nous ne prenons que des SMS. S'il vous plaît, je ne vais pas prendre d'appel ce dimanche, comme d'ailleurs c'est de coutume dans cette émission. Docteur Salmo Ibelair, quel crédit on peut accorder à ce dernier rapport? Faut-il, comme le dit le président Bandakani, jeter ce rapport dans la poubelle? Non. Il ne faut pas le jeter dans la poubelle. C'est une œuvre humaine, avec bien entendu le crédit que j'accorde à ce qu'il vient de dire, avec ses imperfections. Incontestablement, derrière une œuvre humaine, il y a des écrits, il y a des affirmations, il y a des faits et il y a des interprétations. C'est là où c'est important. Il y a forcément des interprétations. Les interprétations de celui qui écrit ne sont pas forcément les interprétations d'un tiers. Mais qu'à cela ne tienne, par moment, il faut tenir compte des faits. Mais seulement, il y a aussi une autre donnée fondamentale. En réalité, lorsque quelque chose est fait, il faut toujours chercher à qui ça profite. À qui cela profite. Parce qu'au fond, il faudrait peut-être, je refuse tout de suite qu'on traite ces organismes de chiffon. Ah non, là il y a un gros problème. Parce que derrière, j'ai bien lu ce rapport et il faut qu'on le lise. Quand vous lisez bien ce rapport, vous avez à peu près 8 passages successifs où il est clairement dit jusqu'à quel point les séparatistes du côté anglophone sont eux-mêmes à l'origine d'énormes exactions. Il y a même des témoignages qui ont été faits dans le rapport en question qui démontrent jusqu'à quel point, par moment, ces séparatistes peuvent aller loin dans les aspirations, loin dans l'ignominie. Ça, il faut le dire. Cela a été dit dans ce rapport. Le problème plus tard, c'est quand ils se mettent à donner des ordres au gouvernement. Là, j'avoue que je reste quand même relativement modéré par rapport à cela, parce qu'ils donnent un certain nombre de directives, ainsi de suite, et qui donnent des ordres. Il faut bien connaître ces organisations, dans la mesure où, non, qu'on ne traite pas de chiffons. Ce sont des structures organisées. Ce sont des structures, parlons plus précisément de Human Rights Watch. Quand vous regardez bien la direction de cette structure, vous avez à peu près 4 personnes qui sont à la tête. Le patron, c'est plus ou moins Roth, c'est quelqu'un qui est plus ou moins un ancien sénateur américain. Il y a un autre qui est un portoricain, Mouch, est relativement un Sud-Africain, celui qui écrit au Cameroun. C'est quelqu'un qui a une maîtrise à l'université en Angleterre. Ça veut dire qu'il y a une chose qui est claire. Qui finance ces organisations? D'où vient l'argent? L'argent vient du fundraising. C'est-à-dire que quelque part, et c'est là où je rejoins M. Bandakani, pour qu'il puisse vivre, il faut qu'il puisse faire du bruit. Pour qu'il puisse faire du bruit, il va falloir que
c'est l'ensemble de la communauté humaine qui a tendance à financer. Pour qu'ils financent, il faut qu'ils aient le sentiment que ce qu'ils disent est relativement à un écho. L'écho le plus fort possible sera tout de suite, l'écho le plus fort possible va déboucher tout de suite à des revenus, à l'immédiat. Maintenant, il reste un autre facteur fondamental. C'est qu'en fait, lorsqu'on est en face d'une situation, à mon avis, se mettre d'emblée de l'autre côté et refuser par moment, en face d'une situation, d'analyser les faits. Je suis d'accord qu'ici, les gens reviennent sur l'interprétation. Mais par moment, lorsque les faits, certains faits sont relativement têtus, il faut les intégrer. Il a dit quelque chose de fondamental, c'est la guerre. Ça veut dire que ne demandez pas à l'armée camerounaise d'aller là-bas et d'organiser des séances de danse après qu'on ait tué l'un de leurs soldats. Non, ne leur demandez pas. Comme peut-être c'est le cas dans le cadre du rapport en question. Non, non, ne demandez pas aux soldats de se mettre à danser après qu'ils aient été tués, ainsi de suite. Ne demandez pas à un État, d'une certaine façon, comme le Cameroun, d'essayer, dans la mesure du possible, de se taire face à de telles exactions. Lorsqu'on tue des enfants, ainsi de suite, il y a une situation. Autre chose, je vous avoue une chose. Ce rapport, je refuse qu'on dise que c'est un chiffon, mais je reste contrasté. Hein. Je dis une chose fondamentale. C'est quoi? Je vous avoue que de plus en plus, cette situation est devenue si exaspérante que, par moment, lorsque vous lisez le même rapport contre Israël, vous allez peut-être comprendre pourquoi on en parle le moins possible. Parce que, probablement, Israël en a fait fi. Je comprends un peu les autorités camerounaises. Israël en a fait fi et à un moment donné a arrêté la guerre. Il faut arrêter cette situation le plus tôt possible. Vous allez réagir, Sa Majesté. Je voudrais qu'on prenne une réaction d'un intervenant qui nous a rejoint en studio, le docteur Isaac Essamé, qui est politologue. Merci d'être venu ce dimanche. Nous sommes sur le rapport de Human Rights Watch, qui précède un autre rapport, évidemment, celui d'Amnesty International, qui sont finalement deux rapports qui ont ceci de commun, c'est qu'ils dénoncent pratiquement les mêmes exactions entre guillemets. On parle des violations des droits de l'homme dans les régions d'expression anglaise. Doit-on accorder du crédit à ce énième rapport accablant pour l'armée de notre pays? Bon dimanche à tous et désolé pour le retard. Il faut comprendre que ces ONG-là, ces organisations internationales, participent de la dynamique qu'on observe dans la société internationale. Et partout où il y a des mouvements, c'est-à-dire partout où on observe des crises, vous allez les voir arriver. C'est-à-dire que c'est une logique. Maintenant, la réaction de l'État. Si on s'inscrit dans la perspective du patriotisme, très souvent, quand on indexe un État, la première réaction, c'est de contester. Même si après, on va quand même faire de recul et essayer de voir si on peut analyser. Mais la première réaction est souvent la contestation. Les deux postures de la société civile internationale peuvent permettre de comprendre cela. Vous avez une société internationale pour l'idéologie. Vous allez vous rendre compte que quand les ONG félicitent les États, les représentants de ces États sont très heureux. Quand les mêmes ONG critiquent ces États, ça pose un problème. Donc ça dépend de l'idéologie. Soit c'est l'idéologie dominante, on approuve. Si c'est l'idéologie alternative, par exemple, on critique. Vous avez aussi une société civile pour le business, celle dont il parlait tout à l'heure, les sources de financement et tout ça. On sait à quoi ça arrive. Mais les structures que vous avez évoquées ont souvent commis des rapports, même contre les États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Cameroun, il n'y a pas qu'Israël, il y a au moins 169 pays qui sont concernés, souvent par ces rapports-là. Est-ce que le contenu peut poser problème ou pas? Il y a quand même un constat. Dès lors qu'il y a crise quelque part, et donc il y a conflit, il y a mort d'homme, il y aura des dérapages. Et ces dérapages-là seront relevés. Maintenant, quel est le degré d'observation qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'exagération là-dedans? Ça, on peut en discuter. Mais les observations, elles sont souvent là. Les dérapages,
lorsque le degré est élevé, on peut aussi contester, parce qu'il ne s'agit pas... Vous pouvez réagir, c'est un débat. C'est un débat effectivement, de criminaliser simplement la société civile. La société civile internationale joue un rôle fondamental, mais parfois elle exagère aussi. Et quand elle exagère, si vous avez des éléments d'exagération, il est normal de critiquer. Je voulais ajouter deux choses avant que le président Banakani n'intervienne. Je voulais préciser que ce rapport est complètement faux. Parce que comment pouvez-vous imaginer un seul instant que dans ce rapport, on dit que, je crois qu'on dit que les séparatistes ont seulement fait 2 morts. Comment pouvez-vous imaginer que un rapport pareil puisse dire de pareilles choses? Et comment imaginer un seul instant qu'on mette sur la même table les sécessionnistes et l'armée camerounaise? Ce n'est pas possible. L'armée camerounaise est une armée professionnelle. L'armée camerounaise a déjà eu à intervenir sous d'autres cieux avec d'autres armées qui ont été accusées d'exaction. Mais l'armée camerounaise n'a jamais été accusée d'exaction. L'armée camerounaise a intervenu à Haïti avec la police. L'armée camerounaise a intervenu à RCA. L'armée camerounaise a fait beaucoup de missions de paix onusiennes. Mais l'armée camerounaise n'a jamais été accusée de quelque exaction que ce soit. Alors que, au même endroit, il y avait d'autres armées, des pays dits développés, qui étaient accusés de toutes les exactions. Et puis, le 20 mai qui arrive, il faut faire très attention, parce que chaque 20 mai, il y a quelque chose qui se passe. Au début du défilé, c'est généralement les élèves de l'IMIA, ou même une certaine unité. Ils viennent souvent, n'est-ce pas, présenter pendant le carrousel. Le carrousel, c'est un chant que les hommes en tenue font. On présente souvent, n'est-ce pas, la loyauté de l'armée, la fidélité de l'armée, et parce que l'armée a une vocation, l'armée camerounaise a une vocation, protéger le peuple. L'armée ne peut pas massacrer son peuple, non. L'armée est contre les gens qui sont venus, qui sont entrés, qui ont dérapé, et qui sont en train de mettre en difficulté, n'est-ce pas, la cohésion nationale. Xavier, tout à l'heure, le docteur Isaac Issa me disait quelque chose de fondamental, au-delà de la bataille idéologique qui peut être également évoquée dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents organismes-là. Il y a quand même que c'est des organismes dont la crédibilité est quelquefois saluée par certaines institutions, voire même l'État. Tout à l'heure, il parlait justement de Human Rights Watch, qui a une autorité internationale et dont les rapports ne concernent pas uniquement le Cameroun. Vous avez le sentiment qu'au Cameroun, on a l'impression que c'est un acharnement? Non, c'est-à-dire que c'est le discours officiel de tout État qui a toujours pratiqué un pouvoir totalitaire. À chaque fois qu'il a fait face à des critiques qui touchent sa structure fondamentale, il réagit toujours par un ennemi externe et interne, quelconque qu'il va fabriquer pour justifier son discours et sa posture politique en ce moment. Moi, je dis que nous sommes là maintenant en train de disserter ou bien de commenter sur les effets d'un mal qui avait été diagnostiqué depuis, et beaucoup d'hommes politiques ont proposé des solutions. Et le pouvoir a préféré, à travers certains sécurocrates, en même temps mon ami, parce que c'est une idéologie partagée par mon très cher ami Bandakani, d'aller en guerre contre d'autres Camerounais et de les massacrer. Bandakani, qui est à côté de moi, il a développé une thèse de ce genre. Je dis, l'OSIF, le chairman, avait interpellé le chef de l'État. Au début de cette crise, nous étions en janvier 2017, quand le chef d'État recevait, février 2017, excusez-moi, quand le chef d'État recevait l'équipe nationale qui venait d'être auréolée d'un énième titre champion d'Afrique au Gabon. Au cours de cette cérémonie, la chaîne nationale avait accordé une interview en direct du palais de l'unité. Et le chairman s'expliquait ce jour que sa présence à cette cérémonie était l'unique occasion pour lui de rencontrer le chef de l'État pour lui rappeler que la situation qu'au nord-ouest, au sud-ouest, il faut qu'il descende personnellement régler ses problèmes. Que ce qu'elle lui voit en train de venir là, si le chef d'État ne fait rien, la situation va lui dépasser et ça va devenir incontrôlable. Et nous voilà, et en fait, ceux qui ont les adeptes de la sécurité à tous les prix, aujourd'hui cette région est en train de devenir petit à petit un no-man's land, où chacun veut faire ce qu'il veut là-bas. Il y a plusieurs groupes, il n'y a pas seulement les sécessionnistes, il y a des groupes de bandits.
C'est-à-dire que l'entreprise criminelle prospère dans ces deux régions. Parce qu'on a laissé. Il fallait tout simplement imposer un débat inclusif. C'est ce que le cardinal Christian Toumé a voulu engager à travers le All Anglophone Conference, qu'on a empêché jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi l'État n'a pas pu encourager ces prélats à organiser. Il n'est pas un concurrent politique. Et quand bien même il est un concurrent politique, c'est un citoyen camerounais. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours justifier la malgouvernance qui caractérise ce régime par un ennemi qu'on fabrique? Parce qu'une organisation, une ONG comme Human Rights Watch a fait un rapport sur une situation de guerre. Et cette ONG ne fait pas seulement des rapports que sur le Cameroun. Fait des rapports à travers tous les États du monde, y compris les États-Unis et en fait tous les pays qu'on appelle les pays, les grandes puissances du monde. Et aujourd'hui, non seulement les Camerounais meurent, nos forces de défense meurent. C'est très grave. Ils sont tués tous les jours, les civils sont tués, brûlés les bâtiments. Donc, quand on soulève de pareils cas, moi je pense que l'État ou le gouvernement actuel, du haut de la responsabilité qui détient de gérer la République, devait plutôt s'arrêter un moment et rester humble. Essayer de réfléchir pour trouver des pistes. Inviter certains de ses partenaires politiques, notamment de l'opposition, des ONG locales, des autres sociétés civiles, j'en passe, discuter. Le président Banda Kani a certainement beaucoup de choses qu'il peut partager avec le chef de l'État pour l'aider à atteindre une mission de la paix dans notre pays. Ce n'était pas une guerre contre... Les gens qui se battent au nord-ouest ou au sud-ouest ne sont pas des étrangers. C'est des Camerounais, hélas, qui ont pris des armes contre les couleurs nationales. Personne n'approuve. Et ils sont en train de s'entretuer. Et ce n'est pas bien. Et c'est une situation, le chef de l'État devait mettre... vu le SF condamner ça. Non, on a toujours condamné, monsieur. Peut-être vous habitez une autre planète. Attendez. On n'a jamais lu ça. Le SGF a condamné. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Attendez, monsieur Ndobo, ne me coupez pas. Quand vous le dites, qu'est-ce que vous proposez en dehors tuer, amener l'armée pour tuer? Proposez une autre alternative. Voilà, l'alternative sécuritaire a échoué, monsieur Ndobo. C'est une initiative qui ne prospère plus aujourd'hui. Nous avons toujours proposé qu'on dépose les armes. Vous proposez comment? Quelqu'un avec l'arme, vous dites qu'il dépose l'arme. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait beaucoup. Ça ne tient pas. Il y a d'abord ça. Ça, c'est la fuite en avant, monsieur Ndobo. La mise sur pied du comité de désarmement, démobilisation et réinsertion est une bonne proposition. Non, attendez, la guerre est sur le terrain, vous mettez le comité de désarmement. Attendez, suivi n'est-ce pas, du plan d'action humanitaire. Plan d'action humanitaire, n'est-ce pas, pour secourir. Monsieur Ndobo, c'est un échec que vous expliquez là. C'est pas un échec. Nous sommes allés. Voici donc les propositions concrètes. Organisons un dialogue inclusif. Avec qui? Qui engage tous les Camerounais, monsieur. Le pays ici ne vous appartient pas. Avec qui? Vous allez pouvoir y l'armée a vocation à restaurer l'armée de la République à côté. Ne la mêlez pas dans les affaires politiques. Président Banakani, ne mêlez pas notre armée dans les affaires politiques. Comparaison n'étant pas raison, président Banakani, sur ce rapport-là, je voudrais simplement indiquer que des pays comme la France, pourquoi est-ce que je peut-être pas un bel exemple pour vous, mais on se rend compte que ces rapports-là peuvent également servir d'alerte dans ces pays-là où Macron a par exemple mis sur pied une commission qui devrait enquêter sur les exactions qui auraient pu être commises par l'armée française lors du génocide du Rwanda. Est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs au moins à prendre au sérieux lorsque un tel rapport est publié? Faut-il de facto le mettre à la poubelle? Il ne s'agit pas de faire de l'opinion, il s'agit d'analyser les faits. La sentimentalité qu'on peut avoir les gars de la société civile, plusieurs dans le langage que ceux qui jouent dans ce registre-là, on fait l'analyse des faits. Et puis moi je dis, c'est parce que vous êtes à Rome que vous allez faire comme les Romains, mon cher. Vous vous colportez les rumeurs des réseaux sociaux, vous m'attribuez ça. Alors que je vous plains aussi. Vous dites que j'ai dit qu'il faut tuer les enfants. Non, peut-être bon, j'étais excessif sur mon propos, mais vous avez soutenu la guerre. C'est pas bon. Non, c'est pas sérieux. Bon, je m'excuse. Vous êtes un parti qui est appelé à gouverner. Il faut être sérieux. Ne faites pas comme le parti qu'on connaît qui fait des campagnes pour salir les gens. Cette affaire a été démentie. Ce n'est pas Babadakani. Les gens ont étudié, ont mis les émissions et tout et tout. C'était une campagne orchestrée par le MRC pour attaquer les gens forts. Parce qu'on attaque les forts. Donc n'entrez pas dans ce jeu. Deuxièmement, tout ce que vous dites là, ça vous arrange toujours. Mais lorsque vous avez fait votre congrès et que les sécessionnistes ont dit que ça n'aura pas lieu, qui a sécurisé votre congrès? C'est l'armée du Cameroun. Et c'est ça que moi je vous reproche, double langage, double jeu. Lorsque un leader de la trame du chairman veut saluer Sissi Kouayouk, pendant un point, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il soutient un leader
qui a dit qu'il doit mourir pour la sécession du Cameroun. Ayoub l'a dit à France 24. Il faut avoir là, en politique des principes. Si vous voulez faire de la crise qu'il y a là-bas, votre marche-pied, votre fonds de commerce politique, c'est votre droit. Mais moi, je n'y entre pas. Je ne soutiens pas la guerre, mon cher, mais je soutiens la constitution du Cameroun. La constitution du Cameroun dit que le Cameroun est un et indivisible. Si vous remettez ça en cause, c'est votre droit. Moi, je ne mets pas ça en cause. Parce que la même constitution garantit la sécurité de votre parti. Vous déposez ça à la bombe minable. Allez déposer la constitution de votre parti ailleurs. Vous déplacez le débat, M. Mandagala. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, je ne m'arrête même pas. Je réponds aux téléspectateurs qui nous suivent. Pour démontrer que vous n'êtes pas sérieux. Elle dit quand ça vous arrange, la main est votre ami. Pourquoi vous ne répondez pas à la question, vous attaquez à lui plutôt? Quand ça vous arrange, la main est votre ami. Il y a un journaliste ici, c'est lui. Quand ça ne vous arrange pas, la main n'est plus pour le peuple. C'est cette armée qui a sécurité votre congrès. Oui. Ils ont remis en cause l'armée du Cameroun. Au contraire, le défend les militaires camerounais. Alors, l'armée du Cameroun... on a développé un discours qui va contre le... C'est pas une affaire de discours, mon cher ami. C'est pas une affaire de discours. On dit qu'on est contre la guerre. Et ce n'est pas les militaires qui ont déclaré la guerre, c'est l'homme politique qui a déclaré la guerre. Permettez que le président Banakane, parce qu'on va largement évoluer. Je voulais dans ce jeu de séparer le militaire et le chef des militaires. Ça permet d'entretenir vos militants dans les quartiers, mais ça n'aide pas. La constitution du Cameroun donne une fonction à l'armée du Cameroun. Elle est dans ce rôle. Je peux vous l'appeler ça, un militant de votre niveau. Elle est dans ce rôle. Vous soutenez ça, oui ou non? Le reste, c'est la direction. Moi, je dis, je soutiens la constitution du Cameroun. Et je ne peux pas admettre dans mon pays que des gens, pour quelque raison que ce soit, prennent des armes. Et c'est que vous ne le dites jamais, vous, du SDF, alors que vous connaissez. Après avoir vendu 2 régions du Cameroun, une entreprise étrangère, sans le mandat de personne dans ces régions, prend les armes pour vouloir, entre guillemets, consolider son crime et sa forfaiture. Et quand l'armée du Cameroun remplit ses missions régaliennes, vous osez faire chorus avec ce que j'appelle des organisations qui ne valent rien du tout. Le docteur va m'excuser, je suis désolé, docteur. Pour moi, c'est un chiffon. Ce rapport, pour moi, c'est un chiffon que je n'ai encore aucune importance. Je vais vous démontrer pourquoi. Vous parlez de Human Rights. Vous avez vu le rôle qu'ils ont joué en Côte d'Ivoire? Continuez. Vous êtes un chercheur. Oui. Je parle de Human Rights Watch. Oui, continuez. C'est au service de qui? Des deux. Non, allez lire le rapport. Non, je dis les deux camps. Je peux répondre? Vous avez posé la question. Vous savez que j'ai lu ce rapport comme vous. C'est ça, je veux allez, continuez. Les vrais financiers des structures comme ça sont cachés. Non, je devais y venir. Quand les vrais financiers des structures. J'ai eu à vous suivre, docteur. Je parlais que vous lisez cela. Moi aussi, je l'ai lu. Allez-y. Allez voir le rôle qu'ils ont joué à Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le seul cas. Vous me parlez de l'Amnesty internationale. Nous avons les preuves. Il y a au moins 15 rapports faux de l'Amnesty internationale. Quand on a traqué, ils ont enlevé ça dans leur site. Moi, je les ai chez moi. Vous parlez de quoi? Ils ont enlevé leur faux rapport. J'ai dit 15 rapports. Je l'ai dit à plusieurs occasions. Vous parlez de quoi? Donc, si vous voulez parler des ONG et que vous voulez mettre sur la table leur crédibilité, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. C'est ça que nous parlons. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on interpelle les États. Nous sommes des militants politiques. Moi, j'ai passé toute ma vie à faire ça. Mais ce que je conteste... Vous savez ce qui est dit dans ce rapport clairement? Je ne parle pas de ce rapport. Ils disent clairement, nous ne sommes pas, c'est une zone de guerre, nous ne sommes pas au courant de la totalité des informations. Et ils ajoutent, un certain nombre des faits que nous déclarons ne sont pas vérifiés. C'est clairement dit. Et ils ajoutent, oui, ils le disent. Non, ils n'ont pas dit c'est faux. Attention, il faut bien comprendre le français. Ils disent que un certain nombre d'éléments que nous avançons sont sans fait avéré. Et ils vont plus loin. Voilà les faits et ils disent, par rapport à ça, nous avons des faits avérés. Par rapport à ceci, nous n'en avons pas. Seulement, il y a une autre chose qu'ils disent. Il a dit quelque chose qui est de façon claire. S'il n'y avait pas de guerre au Cameroun, il ne serait pas venu. S'il n'y avait pas cette situation, il ne serait pas venu. Je voulais continuer. Merci de vous relancer. Mais que vous entendez de dire même que ça ne vaut rien. Quand vous dites, eux le connaissent. Deuxième chose, vous êtes un éminent universitaire. Il y a la méthodologie qui détermine la crédibilité d'une démarche. Quelle est la méthodologie de ces ONG, même en matière de collecte? Je vais vous dire. Non, moi je vais vous dire, je sais. Allons-y. Comme vous. Vous avez, si on prend 10 cas, vous avez 5 ou 6 cas où on me dit que non, c'est les personnes qui ont demandé l'anonymat. Oui. Comment vous accédez à ces gens qui demandent l'anonymat et d'autres personnes ne peuvent pas accéder à ces gens? Je vais vous expliquer. Je pense seulement ce cas. Je peux répondre clairement? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, voici ce qui se passe. Laissez-moi parler. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Ils disent quelque chose qui est fondamental. Par moment,
nous sommes dans l'obligation de cacher les gens par anonymat pour leur propre protection, mais qu'à cela ne tienne. Ce que nous faisons, regardez bien ce rapport, nous montrons les vidéos de la région en question. C'est-à-dire, nous sommes capables de vous démontrer. Preuve à la pluie, c'est écrit dans ce rapport. Et derrière, ils sont également même dans le même rapport en train de dire, par moment, nous ne pouvons pas affirmer certaines allégations. Le terme est bien choisi, hein. Bon. Je conviens. Vous voyez que vous scientifique. C'est clair. Pour essai scientifique. Président, je propose qu'on évolue. Vous chutez rapidement. Le docteur lui-même a de nous dire que la scientificité de ce rapport est sujet à caution. Parce que vous êtes de nous dire, donc on dit la même chose. Ce que je suis en train de dire, je vous dis, sur cette base-là, donc, sur la base de cette scientificité qui n'est pas établie, il s'érige en moralisateur universel. Monsieur je ne peux pas détruire ce que vous dites sur la base docteur. D'un seul élément sur lequel vous avez commis une erreur. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Allez lire tout le rapport. Moi, allez-y, je vous en prie, continuez. Je travaille sur ces questions, c'est un domaine qui m'était énormément. Oui. Moi, je lis, même comme je l'ai situé, je lis tout le rapport. Allez-y. Je vous dis que tout le rapport, c'est la même méthodologie. Oui. Tout à l'heure, vous dites qu'ils veulent prévenir les crises. Si vous faites, vous savez la consanguinité, même conceptuelle qui est entre Human Rights Watch, Amnesty et Crisis Group. Je la connais. Très bien. Je vous la donne. Crisis Group prévoit, non, je vous demande pas, on se comprend, dit que dans tel pays, il y aura la guerre. Et vous savez ce qu'on a découvert pour Crisis Group? Ça fait que dans certaines parties du monde, personne ne prend plus le rapport au sérieux. Mais laissez-moi vous démontrer les choses. Vous ne laissez pas parler. Vous confisquez la parole. Qu'il chute rapidement. Quand vous parlez, vous êtes pas. Allez-y, confisquez la parole. Voilà. Allez-y, je vous en prie. On risque de ne pas évoluer dans le débat. Aujourd'hui, Crisis Group a des problèmes de crédibilité. Pourquoi? Je vous en prie. On s'est rendu compte que dans les pays où ils disaient qu'il y aura guerre, quand le conflit arrivait, ce sont leurs parrains qui financent l'organisation qui était derrière le conflit. Ça, si vous allez nier, ce sont des faits établis aujourd'hui. Donc dans le monde entier, on connaît ces jeux-là. On connaît ces jeux que ces ONG sont au service des démarches des multinationales qui veulent saper l'autorité des États pour le rêve qu'on connaît, à savoir... Vous permettez juste une minute, s'il vous plaît. Que désormais les multinationales soient supérieures aux États. Vous permettez. C'est l'enjeu de la bataille des ONG. Vous permettez N'entrez pas dans ça. Docteur Issama, je vais évacuer quelques SMS, s'il vous plaît. J'en ai reçu tellement, sinon les téléspectateurs vont également quelque peu se fâcher. Bonjour à vous sur le plateau, j'aime cette émission Courage. Je vais évacuer notre SMS très rapidement. Bonjour Pierre Candici, mais Monsieur Bandakani cherche un poste ministériel. Les États-Unis ne sont pas un exemple en matière de droits de l'homme et leurs citoyens qui sont à la tête des différentes ONG ne sont autres que des espions. C'est l'alligator de village qui a écrit ce message. Je vais évacuer d'autres messages. Bonjour, Monsieur Bandakani a raison. Ce rapport est un chiffon produit pour déstabiliser le Cameroun. C'est Alain de Douala qui nous a écrit ce message. Je vais le prendre rapidement au pif. Alex Ngepi a également réagi. Indique d'ailleurs que Bandakani se fait l'avocat du diable. Autre message. Bonjour à vous sur le panel. Je voudrais demander à Bandakani s'il soutient la constitution du Cameroun et accepte qu'il soit appliqué à la lettre, car j'ai comme l'impression qu'il la soutient quand cela l'arrange, sa famille politique également. Cette famille-là a bafoué les textes fondamentaux tous les jours. Et on ne l'entend pas. C'est Romain Donkol Bisson qui a écrit ce message-là. J'en ai tellement reçu. Un autre message hors de nos frontières. Le rapport de cette organisation doit être interprété au sens large avant de la chosifier. Si pour une marche à main nue, les forces de sécurité tirent sur les populations, il faut être corrompu intellectuellement comme Bandakani pour crédibiliser l'armée du Cameroun. Alors j'en reçois tellement, mais j'aimerais qu'on avance rapidement dans le débat. Et docteur Issama, on était sur la question justement de ce rapport, et aujourd'hui le rapport en question
est un rapport qui a du mal à susciter l'adhésion, même autour de ce plateau. On l'observe ce dimanche encore. Est-ce que cela met en cause la crédibilité véritable de ces organisations non gouvernantes? Il faut dire que ça dépend de quel côté on se trouve. Ça dépend du côté auquel on appartient. Mais le constat est clair. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là où il n'y a pas crise, on n'a rien à dire. Tant qu'il y a crise, et la crise entraîne des dégâts, des dommages, on viendra les analyser, on viendra à apprécier. Donc si on exagère, vous faites la démonstration qu'on a exagéré, et puis on démontre qu'il y a manque de crédibilité. Mais si on constate, parce que les faits sont là, qu'il y a quand même eu des morts, qu'il y a eu un certain nombre de dérapages, vous ne pourrez pas empêcher que on les relève, c'est-à-dire critiquer, être d'accord, ne pas être d'accord, ne change rien. Les faits sont là établis. Mais là où il y a précisément des fake news, ou lorsqu'on a indiqué qu'on n'a pas vérifié ces faits-là, ça veut dire que les éléments sont potentiellement vrais et potentiellement faux. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on arrive à une analyse. Crédibilité ou pas de ces institutions, je vais vous dire une bonne chose. Il est souvent bien d'écouter lorsqu'on fait des observations. Ça vous permet vous-même de vérifier si vous êtes en faute, si vous êtes dans l'ordre. Ça vous permet même de corriger un certain nombre d'éléments. Et ça vous permet aussi, lorsque ceux qui font ces observations sont en erreur, de démontrer précisément que vous êtes crédible. Donc on ne peut pas s'attaquer systématiquement à ces rapports-là. Vaut mieux les prendre, les analyser, et s'il y a des manquements, le démontrer, ça rendra l'État plus crédible. Maintenant, pour l'armée, personne ne peut être contre l'armée de son pays. Hein? On doit toujours soutenir l'armée pour son rôle, pour sa fonction. Mais maintenant, même l'armée doit respecter le droit. Comprenez? Et donc, quand l'armée doit respecter le droit, s'il y a quelques faits, parce que sur le terrain, ça ne se passe pas comme au niveau des discours. Le terrain a ses réalités. Mais ça n'empêche pas qu'on rappelle aux gens qu'en tant qu'État légaliste, en tant qu'armée républicaine, il faut faire les choses de manière professionnelle, même si l'on peut comprendre des dérapages. Mais maintenez toujours l'existence des institutions internationales, surtout celles qui relèvent de la société civile. Pourquoi? Parce que chaque fois où les États ont échoué, c'est la société civile qui est venue aider. Et je vous l'ai dit, lorsque la société civile aide et que cela profite aux États, les États approuvent. Lorsque la société civile agit et que ça rend l'État mal à l'aise, l'État va criminaliser la société civile. Ce n'est pas une histoire camerounaise, ça se passe comme ça partout. En un mot, pourquoi on avance? En un mot, rapidement, parce qu'on va le respect que j'ai pour lui, je lui donne deux faits. Pour démontrer qu'il est partisan de la société civile. Je respecte ça. Il connaît pourquoi il pas fait. partisan, analyste. Non, ça c'est un peu l'analyse. Non, vous avez des étiquettes. Il faut d'abord que je vous arrête. Vous êtes un homme politique, je vous comprends. Hein? Non, pas du tout, mais je comprends. Ça dit que vous ne jouez pas les étiquettes. Si on n'est pas d'accord avec ce qu'on est de l'autre, quand on est... Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il faut analyser les faits. Si ça vous profite, tant mieux. Si ça ne vous profite pas, ça n'allait évoluer. Il fallait que je vous le rappelle. Ce jeu d'étiquette n'est pas de nouveau. Allez-y. Sauf si vous croyez que le fait de se présenter comme analyste vous crédibilise d'une objectivité. Pas du tout. Très bien. Lorsque vous dites vous êtes partisan de vous émettez l'étiquette, réécoutez-vous si vous n'avez pas suivi. Je dis non, je donne le fait. Oui, allez-y. Monsieur Sanjo, dernièrement aux Nations Unies, l'ambassadeur aux Nations Unies de la RDC se retrouve en face de Human Rights Watch, qui lui pose des questions. Il demande à toute l'Assemblée que c'est quoi Human Rights? Quel est son statut sur le fond des Nations Unies? Personne n'a répondu. Je donne des faits. C'était passé dans le monde entier. Comment j'ai appelé ça? Criminaliser la société. Non, comprenez-le. Puisque vous avez voulu... Pourquoi? Vous ne pouvez pas dénoncer une analyse que vous soutenez. Après, moi, je voulais qu'on relève votre incompréhension sur la question. Si les États-Unis vous disent c'est quoi? Ça veut dire que le représentant des États-Unis
criminalise la société civile en question. Je peux éclairer? Écoutez, on va... Pourquoi il nie ce qu'il est en train de Sur dire. cette question, on aura du mal à trouver un... Dites à vous, je peux j'en parler. Il y a une technique en débat. Quand on n'a pas d'argument, on empêche l'autre de parler. Non, pas du tout. Laissez-moi Moi, la parler. technique que je conteste, et je vais la contester, c'est de donner les étiquettes aux gens pour donner l'impression que... Laissez-moi parler. Sauf s'il ne dénature pas les propos. Très bien, très bien. Qu'il analyse sans dénaturer. Et ça, je refuse. Docteur Isaac, permettez qu'il suive rapidement pour qu'on évolue. Je le dis ce mot. Allez-y. Je donne mes faits, laissez-moi aller au bout. Je vous dis que le représentant de la RDC est aux Nations Unies. Et Human Rights est invité là pour lui poser des questions à l'ambassadeur. Mais vous parlez du droit international, il y a des statuts à l'ONU, c'est pas n'importe quoi. Les ONG n'ont aucun statut statutaire à l'ONU. Les Occidentaux sont en train de vouloir imposer ça. Ça ne marche pas. Le gars dit que mais lui c'est qui? C'est un État. Et il est là à quel titre? Et les gens en télé, ils se regardaient. C'est un fait pour vous dire à quoi servent les ONG, où est-ce qu'on va avec ça. J'interviens encore pour dire que faites attention avec les ONG. Les ONG n'ont aucun statut au plan de faites attention. Même à ce niveau-là, il faut encore rechercher. À l'ONU, non. Il faut rechercher. Il y a à l'ONU ce qu'on appelle les organes consultatifs. Il y a ce qu'on appelle les organes statutaires. Il n'est pas possible à l'ONU d'opposer à un État une ONG. Apporter les Nations Unies militaires, c'est l'Élysée. C'est pas possible. Quand le représentant a demandé, on a vu ce qui s'est passé, il a dit qu'il ne parle pas avec une ONG. Il a dit ça. Donc pour vous dire donc, que vous voyez qu'il y a une fonction qu'on est en train de géopolitique qui a derrière ce mouvement. À savoir, les mettre au même niveau que les États. À quelle fin? Sauf qu'on ne le fait jamais pour certains pays. Même quand les faits sont avérés. Y compris quand ces ONG font des rapports contre ces pays-là. Vous le savez, vous. Le deuxième fait que je vous donne. Ça, c'est faux. Vous me citerez un cas, docteur. Très bien, j'aimerais qu'on Le deuxième avance. fait que je donne, c'est justement la société civile. Quand on nous dit que la société civile, son essence est une essence universelle, c'est pas vrai. La société civile qui est dans l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale avait une fonction humanitaire, ça s'est arrêté. Mais que des États créent les sociétés civiles, les financent et les donnent de rôle géopolitique, c'est pas la même chose. Moi, je suis contre cette société civile. Par contre, je soutiens cette société civile originale. Quand elle-même, sur la base de ses moyens, fait de l'humanitaire, entre guillemets, encore qu'on a vu qu'à quoi ça peut servir l'humanitaire, elle fait de l'humanitaire, normalement, qui peut s'opposer à ça? Allez donc voir ces ONG dont on parle. Est-ce qu'elles font de l'humanitaire au sein des territoires? Pas du tout. J'aimerais qu'on avance. J'aimerais qu'on avance. Elles font de la géopolitique. On va avancer. On va prendre... Société civile pour le business, société civile pour l'idéologie. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour, l'armée doit respecter les droits. Est-ce que les sécessionnistes les respectent également? Votre message n'est pas suffisamment précis. Le terrorisme est international, vous l'avez en Syrie, et de la manière qu'il a été vaincu, il n'est pas la force. Vous pouvez demander à un président de discuter ou de s'asseoir avec un terroriste, c'est Raoul Debolova. Votre message, Raoul, n'est pas suffisamment précis et nous égare dans le sens. J'apprécie beaucoup et j'approuve la clairvoyance de Bandakani en matière de rapports de ces ONG. Tous ces rapports sont des chiffons. Ces ONG ne sont autres que des agitateurs. Le cas des régions du nord-ouest et du sud-ouest concerne tous les Camerounais et la solution ne viendra pas du président, mais de tous les Camerounais. Mais certains ont politisé cette crise, ce qui la complique encore. C'est également l'alligator de village qui nous a encore écrit. On va avancer rapidement. On va prendre sans transition la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour et je vais permettre au représentant du Rassemblement démocratique qui n'a pas beaucoup parlé de pouvoir réagir sur cette deuxième thématique. Alors, Sa Majesté, on parle d'un message porté du Premier ministre en rapport avec les missions à l'étranger de plusieurs membres du gouvernement et des directeurs généraux d'entreprises publiques au Cameroun. Il se trouve que le constat a été fait, qu'on se déplace beaucoup et cela a un impact négatif sur le budget de l'État. Qu'un constat comme celui-là vienne de la présidence de la République, est-ce que ce n'est pas inquiétant? Non, ce n'est pas du tout inquiétant. Rappelez-vous qu'en septembre 2017, le Cameroun signait avec le Fonds monétaire international la facilité d'ajustement de crédit. Cette
cette signature, cette convention prescrivait entre autres la réduction, n'est-ce pas, du train de vie de l'État, le comptage des fonctionnaires physiques, dans l'équilibre des grands comptes de l'État. Ouais. Donc si au jour d'aujourd'hui, le Premier ministre a eu à prendre cette mesure, c'est dans la même vue pour respecter, n'est-ce pas, les conventions qui ont été signées avec le Fonds monétaire. Mais que le constat soit fait depuis la présidence de la République, il y a Oui, de nombreux commis de l'État qui sont quasiment en villégiature à l'étranger, systématiquement tout le temps aux frais du contribuable. Est-ce que c'est justement la question, est-ce que ce n'est pas inquiétant que ce soit le président lui-même qui fasse une enquête et constate qu'on se déplace énormément à l'étranger au sein de l'appareil d'État? Mais les mesures proposées par le Fonds monétaire international concernent le Cameroun. Donc dès lors que à la présidence de la République, on se rend compte d'un certain nombre de dérapages, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'on tire effectivement la sonnette d'alarme, parce que c'est le premier pôle de l'exécutif de la présidence de la République. C'est tout à fait normal qu'il faut respecter, n'est-ce pas, la réduction du train de vie de l'État. Docteur Salmon Ebele, Oui. avec cet appel à l'ordre du président de la République, relayé aux différentes personnes concernées par le Premier ministre, vous avez le sentiment qu'on est en plein dans une mesure qui est chère au président de la République, réduire le train de vie de l'État? C'est le 6e rappel à l'ordre, dans ce sens. Le 6e. La question n'est pas du fait qu'il y ait rapport à l'ordre ou pas, parce qu'au fond, il y en a déjà eu plusieurs, par rapport effectivement au déplacement, c'est-à-dire à un des éléments concernant plus précisément la ressource humaine, c'est-à-dire les déplacements. Par rapport à ça, c'est le 6e. Et lorsqu'on lorsqu'on analyse, on se rend d'ailleurs compte qu'en réalité, dans les charges plus ou moins de l'État, ce pôle n'est pas le plus facile à compresser. Ou du moins, n'est pas celui par lequel il faudrait commencer à compresser. Effectivement, je conviens avec mon confrère qui est à côté, qu'il y a déjà eu le pôle le plus significatif était par rapport au nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire les fonctionnaires fictifs, ainsi de suite. Il y a le deuxième pôle qui, à mon avis, le gros problème est celui-ci. Ok, pour le constat. Vraiment, on ne peut que saluer le constat en question, qu'il soit fait par qui de droit, ça c'est une bonne chose. La question c'est l'applicabilité de la décision. Après, ne va-t-on pas, est-ce que ce n'est pas le chien qui aboie et la caravane passe? Parce que la question est celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Je veux vous dire, dans la réalité, très souvent, en début d'année, les budgets sont votés. Lorsque les budgets sont votés, dans les budgets, il y a ce qu'on appelle les budgets de fonctionnement. Et par rapport à ces budgets de fonctionnement, ils sont déjà votés depuis. Et lorsqu'ils sont votés, il y a donc un certain nombre de choses qui sont prises en compte. C'est-à-dire, entre autres, les déplacements, ainsi de suite. Bref, les charges. Et ces charges-là, je vais vous dire comment ça se passe concrètement en tant que spécialiste. J'interviens de temps en temps dans les entreprises d'État. Je ne vais pas parler de gouvernement, je ne vais pas parler de ceux sur lesquels je n'ai pas connaissance à 100%. Je parle de ceux dont je connais dans les entreprises d'État. Habituellement, il y a un budget qui est géré et vous allez voir, tout se passe entre le mois de novembre et le décembre. Tout le monde voyage parce qu'il faut consommer ce budget. Je vous ai tout dit. Xavier, sur cette question, ce petit rappel alors, c'est vrai qu'on essaye de voir dans quelle mesure cela prendra effectivement effet. Il y a que on dépense beaucoup d'argent pour les voyages au Cameroun. Oui, bon, ça c'est juste pour amuser un peu la galerie. C'est faire semblant de bouger alors qu'on a bien prendre sur place et perdre un peu du temps. La réalité est là, le chef de l'État sait le problème de la malgouvernance de son propre régime depuis 37 ans. Il tourne tout autour. Je vais prendre un exemple simple. Le docteur a fait allusion tout à l'heure sur le budget de fonctionnement. S'il veut parler du train de vie de l'État, c'est quand il vote la loi de finances à l'Assemblée. Qu'il vote une loi de finances qui met un frein au train de vie de l'État. Je vais vous prendre un exemple simple. En 2012-2013, l'État de le gouvernement, pas l'État, le gouvernement de la République du Cameroun qui exécute le budget de l'État a dépensé au titre de dépenses qu'on appelle improductifs dans le cadre du fonctionnement plus de 700 milliards pour acheter quoi? Le nœud papillon, la cravate, la veste, la Prado, la paperasse, et puis importer les meubles de la Chine. C'est du roi faux, ça. Alors que nous avions ici des artisans, des très bons artisans, qui vous fabriquent des très bons meubles à des prix incroyables.
Mais on préfère faire venir la Chine, on triple le prix par don. On multiplie ça par don. La fameuse mercuriale. La fameuse mercuriale. Voilà comment on gère la République du Cameroun. Et il y a une fameuse affaire que le groupe parlementaire ici à l'Assemblée a eu à dénoncer. Et d'ailleurs, la Chambre de comptes a, dans son rapport de 2015, été clair là-dessus, qu'on a détourné 40% du budget de fonctionnement de l'État, qui est de l'ordre de 2000, à l'époque c'était à 2100. 40% et 2100, on était entre 850 et 900 milliards, pour être précis. À travers des autorisations de dépenses qu'on appelle vulgairement 4-9, c'est-à-dire que moins de 5 millions, c'est le gré à gré. Donc les gens ne savent pas. Donc au Cameroun, des fonctionnaires camerounais, sous l'autorisation de la loi des finances promulguée par le chef de l'État, ont eu à trouver un moyen pour passer l'amende de contrôle à des cartons de moins de 5 millions pour se donner des gré à gré, des contrats gré à gré, qui ont été selon la Chambre de comptes. Ça, ce n'est pas un individu. La Chambre de comptes, parce que la comptabilité de l'État est validée par la Chambre de comptes. D'ailleurs, on se demande jusqu'ici, on va dire, dénonce cela, qu'on ne peut pas donner, on ne peut pas laisser à une simple Chambre de comptes pour valider la comptabilité publique. On devrait être une cour de comptes avec des moyens d'enquête. Et nous sommes aujourd'hui, depuis 1996, nous sommes à 23 ans. Je me réjouis parce que le président Banda Kani, qui est un excellent grand frère à moi, il parlait tout à l'heure, il s'est présenté comme le grand défenseur de la Constitution de la République. Donc l'article 66 de cette Constitution est violé, gravement violé au quotidien, par le gouvernement de la République du Cameroun. N'est pas appliqué. Jusqu'aujourd'hui, 23 ans plus tard, dans un régime qui veut réduire le train de vie de l'État. Moi, je crois que, d'ailleurs, pour revenir, nous ne sommes pas en campagne, mais il faut attirer parce que le programme de campagne de notre candidat à l'élection présidentielle est devenu la boussole de notre parti aujourd'hui. Parce que tellement les éléments qu'il a soulevés sur les 24 mesures fortes qu'il prenait, s'il avait pris le pouvoir le 7 octobre qu'il allait mettre en place, il relève une question de gouvernance économique. Et que le gouvernement, d'abord, à travers ce budget, il y a plusieurs institutions qui ne valent rien à la République. Il avait par exemple prévu la suppression du poste du Premier ministre, qui représente 10 milliards. La suppression du Conseil économique et social, dont on ne sait même pas s'il existe en dehors le nom du président, qu'on connaît. Tout comme il avait prévu la suppression du Sénat, tout en voulant le fédéralisme, on avait du mal à comprendre d'ailleurs. Tout comme il avait prévu de ramener le budget de la Première République de 55 milliards à 5. Banda Kani, je voudrais qu'on évolue sur cette question. Est-ce que c'est une mesurette? Encore que c'est un message qui est adressé aux concernés sans réelle sanction, mais c'est un message qui est suffisamment illustratif du niveau de dépenses au Cameroun. Est-ce qu'on s'en inquiète? Vous avez le sentiment qu'au sein de l'appareil d'État, les gens s'inquiètent de la manière avec laquelle on utilise les fonds publics? Non, je salue la pertinence de tout ce qui a été dit avant moi. Mais je dis, on peut passer le temps à décrire les effets et ne pas voir la cause d'un phénomène. C'est un choix. C'est pour ça qu'au Cameroun, beaucoup de courants politiques se rejoignent tout en se combattant sur le fait que le FMI et la Banque mondiale sont des horizons indépassables de la pensée économique pour notre pays et même dans les pays africains. Ce que nous refusons depuis. C'est pour ça que j'ai une autre lecture du phénomène. Ça veut dire quoi? Ça pose un débat de fond, je suis d'accord. Je dis comme ça, c'est une mesurette. Il ne faut même pas s'y attarder. C'est-à-dire que tout à l'heure, le docteur Elémena a démontré très bien que ça fait partie du package que le FMI impose en échange quelques milliards qu'on nous donne. Donc on va gesticuler. Et puis, l'État camerounais même, pour en parler, comme d'autres, a développé une expertise même. Et maintenant, les enquêtes démontrent même que le FMI joue ce jeu. Parce que c'est une affaire d'argent. Je te donne l'argent, j'ai des intérêts, tout ça, on se partage ça. Donc, même si tu ne veux pas l'argent, je veux te forcer à prêter, à dire à m'emprunter de l'argent, parce que je vis de ça. Donc, on fait des mesures comme ça, comme il a dit, ça ne donne pas l'effet, mais l'effet me donne toujours l'argent. Donc, dans ce cas, ce sont des mesurettes dans le paquet lié, et Sa Majesté l'a dit, liées aux accords que nous avons signés dernièrement avec le FMI. Mais ce n'est pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est la place de notre économie dans l'économie mondiale. Et ça nous permet de parler de la structure de notre économie. Si vous regardez le problème de structure, il y a chose qu'on ne perd pas le temps à en parler. Les mêmes causes produiront les mêmes effets, même si le SDO va au pouvoir. Parce que lui, c'est un parti libéral, comme le pouvoir. Non, c'est un mot. Votre programme, c'est que vous êtes d'accord avec le FMI sur tout ce qu'ils font.
J'ai lu le programme du candidat aussi, pour qui j'ai du respect. J'ai lu pendant la campagne. Tous les grands partis au Cameroun sont des partis libéraux. Donc vous n'avez rien à reprocher au RDPC. Qu'est-ce qui vous distingue en matière économique? Nous disons que c'est la structure économique du Cameroun qu'il faut changer. Si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas la maîtrise de votre monnaie, c'est-à-dire entre vous avez lu le programme du président Josh? Vous l'avez vraiment lu? Vous savez que je l'ai lu. Il parle de la souveraineté monétaire. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien qu'il se soit converti. Quand on a commencé, nous avons tout reçu comme balle. Et beaucoup maintenant se convertissent. C'est bien, c'est bien. C'est d'accord avec vous, mon cher ami. C'est bien que les gens se convertissent. Je vois les ministres maintenant qui font les séminaires dans une université au palais de France CFA, mais qui nous insultaient hier. Lorsque vous n'avez pas, vous ne maîtrisez pas un des paramètres essentiels de l'État, la création monétaire, vous vous limitez à faire du budget. Or, ils ne voulaient même payer avec le budget. Or, c'est la part qui a été réservée à notre économie de l'indépendance. Que vous avez le budget et les fonctionnaires se sont livrés à cœur joie. C'est-à-dire, au départ, c'est la dépense. Maintenant, on commence à dire non, budget de moyens, budget programme. Qu'ils ont même de la peine à assimiler. Parce que tellement la culture de la dépense pour la dépense est tellement ancrée dans les comportements qu'on a de la peine à mettre en œuvre, à consommer le budget programme. Donc, cette problématique, mon cher Yves, je termine par là, pose le même problème, à savoir quelle est la place de notre économie dans le système économique international. Et le président lui-même a commencé à dire dans ses discours qu'il faut que la dépendance la cesse, qu'on s'industrialise et qu'on commence à produire ce que nous consommons. Ça veut dire quoi? Il faut sortir de l'économie néocoloniale pour faire de l'économie ce qu'on ne fait pas depuis. Docteur Issamé, sur cette annonce qui a été faite par le Premier ministre, vous avez le sentiment que cela peut avoir un effet positif sur la mentalité qui est fortement décriée autour de ce plateau au sujet de la consommation des deniers publics au Cameroun? La mentalité, elle est due, hein, elle est vraiment enracinée, puisque jusque-là, les dépenses sont faites sans pour autant qu'on ait des résultats concrets quelque part. Et c'est peut-être là le problème principal. Il n'est pas mauvais d'être en partenariat avec l'Occident, avec toutes les institutions. Le problème, c'est que quand on est sur la table de négociation, qu'on puisse défendre nos intérêts. Puisque les autres viennent pour leurs intérêts. Personne ne nous empêche de regarder également nos intérêts. Et vous allez voir que bien souvent dans des négociations, lorsque les autres ont quelque chose, ils vont développer leur pays. Chez nous, lorsqu'on a, bon, il y en a qui orientent ça ailleurs. Donc ça pose un problème. Donc demandons simplement aux Camerounais, beaucoup plus aux fonctionnaires et à ceux qui nous dirigent, bien on dit le politique conçoit, l'administration exécute. Vous avez vu, c'est une décision politique qui vient dire limiter le train de vie de l'État, puisqu'il s'agit de cela. Mais limiter le train de vie de l'État du point de vue du gaspillage, oui. Parce que ces voyages-là ne sont pas mauvais en soi. S'il est établi, oui. Des séminaires, des colloques, oui, bien sûr. Pour moi, ça ne pose pas un problème si, en retour, on peut évoluer. C'est-à-dire que vous allez à un séminaire, vous apprenez des choses et vous venez mettre en pratique, ça augmente la production. Qui est fait également par le fax, c'est que les dossiers ne sont pas suivis dans ces ministères. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Si on va, parce que ce n'est pas le séminaire qui fait problème, vous le constatez vous-même. On y va, on s'enrichit en connaissances. Si ça peut nous permettre de développer et donc d'améliorer la gouvernance et d'augmenter la production, pourquoi pas? C'est lorsque la mentalité est tellement orientée vers la recherche du gain personnel. En ce moment, ça devient une mesure qu'on peut encourager et défendre. Mais revenons fondamentalement sur la gouvernance. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne souhaitent pas développer leur pays? C'est de ça. Puisque vous allez voir, chaque fois qu'on va échouer, alors qu'il y a même les fonds, parce que les gens disent qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a des emprunts qu'on fait. Ça va où? Et les fonds propres que nous avons ici, nous orientons où? Chacun pense à son ventre. Donc si on utilise simplement l'existant qui est là, et qu'on permette à chacun de faire son travail normalement, il n'y aura pas de problème. Mais la réalité demeure au Cameroun, il y a beaucoup de discours. Hein. C'est-à-dire qu'on annonce, mais derrière, hein, bien souvent, nous-mêmes qui faisons les analyses comme ça, vous allez entendre, il croit que c'est lui qui va faire quoi? C'est ce qu'on dit.
C'est-à-dire qu'on, ouvertement, on fait des annonces. Oui, derrière, on dit, ben, il raconte quoi? Alors qu'il est question de s'enrichir personnellement. Il faut sensibiliser les Camerounais. Et c'est là où moi j'attends souvent le président Badakani. Le patriotisme, c'est là-bas. Très bien. Le patriotisme, On va le sortir développement du pays. de ce sujet avec vous, Sa Majesté Patrick Ondondo. L'exemple peut venir d'en haut. Oui, C'est vrai l'exemple. que ça fait beaucoup de mois, le président ne s'est pas déplacé. Oui, l'exemple Non, vient. je dis qu'il faut aussi orienter. L'exemple vient Vous êtes nécessairement patriote, d'en haut. monsieur. Il faut savoir comment fonctionne l'État. Tes amis sont tes L'État, amis. surtout la machine Tes amis, exécutive. il faut le dire. La machine de l'exécution a un certain nombre de travail, un certain nombre de réflexes. Et dès lors que si vous faites allusion au fait que le président de la République ne s'est pas beaucoup déplacé, c'est des intensités, le président se déplace par opportunité. Il ne se déplace pas par opportunisme comme vous pouvez l'imaginer. Il se déplace par opportunité à partir du moment où c'est quand il y a un sujet, des sujets précis, quand il a rencontré de manière précise un certain nombre de personnalités à travers le monde, que le président prend sur lui, n'est-ce pas, de se déplacer. Il ne se déplace pas comme ça. Il se déplace parce que il se déplace pour travailler pour le Cameroun. Il ne se déplace jamais comme ça. Dans ses déplacements à l'étranger, le président montre le bon exemple à ces ministres-là. Je voudrais qu'on sorte de ce sujet. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je vous vois venir là. Je voudrais qu'on avance sur ce sujet-là, mais qu'on aborde la dernière dorsale de cette émission. On va parler de l'accord de libre-échange continental. Je rappelle que l'initiative a été lancée en 2012. Il fallait donc très exactement que 22 pays africains puissent ratifier cet accord-là. C'est désormais fait. Le commerce intra-africain peut être mis sur les rails. La prochaine assise qui est donc prévue à Niamey au Niger devrait nous donner quelques éléments de langage sur l'évolution de cette zone de libre-échange continental. Badakani, il y a quand même une inquiétude. Des pays comme le Nigeria et même le Cameroun jusqu'ici n'ont pas ratifié cet accord. Pourquoi, à votre avis? Mais moi, je n'ai jamais été un partisan de cette affaire. Parce que quand on voit les motifs de sa mise en œuvre, elle ne découle pas d'une réflexion, d'une maîtrise des conditions d'un commerce africain par ceux qui mettent ce projet en œuvre. C'est ça qui est un problème. On a l'impression qu'ils exécutent un agenda qui les dépasse. Un pays comme le Nigeria, qui a une amorce de production interne, ne peut que réfléchir à s'ouvrir à un commerce dont tu n'auras pas la maîtrise. Je pense que c'est la démarche du Cameroun aussi. Quand on dit qu'on fait une zone de libre-échange du marché africain, ça veut dire quoi? D'abord, c'est un espace économique pratiquement inexistant. C'est-à-dire que vous consommez ce que vous ne produisez pas, vous produisez ce que vous ne consommez pas. Ça veut dire que de façon structurelle, vous allez systématiser les déficits qui sont déjà chroniques. Vous ne maîtrisez rien. Soit vous voulez baser le développement de l'Afrique sur un consommérisme que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'on dit que bon, okay, on peut devenir un atelier du monde marché et consort. On prend l'exemple chinois, alors qu'il n'y a rien qui correspond entre les deux. Donc, c'est la structure même de l'Union africaine qui est un cheval de Troie de l'Union européenne, qui finance en grande majorité cette affaire, qui veut étendre le champ commercial de l'Europe en Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, des pays qui ont on peut dire tout ce qu'on veut, c'est embryonnaire, ça bricole, mais il y a une amorce de production de la part du Nigeria. Le Cameroun a de l'ambition, le Cameroun veut s'industrialiser. Mais des pays qui ont ce genre de potentiel, ou bien qui ont le type de marché, ne peuvent pas accepter ce genre de projet. Qu'est-ce qu'il y a à la base du commerce intra-africain? Aucun mécanisme d'harmonisation. C'est-à-dire qui est mis en place sérieusement. Je ne parle même pas de problèmes monétaires. Je ne parle même pas de l'ensemble d'industrie. Vous lancez une affaire comme ça, c'est pour vendre quoi? C'est pour faire quoi? Sinon, étendre, faire du marché africain une extension du marché européen. C'est de cela qu'il s'agit. La réaction du Nigeria, elle a la même réaction sur l'affaire de la monnaie unique africaine. La fanfaronnade du président Ouattara sur la question. Le Nigeria a dit stop ça. Tu racontes quoi? Allez d'abord finir le compte d'opération à Paris. Le Nigeria a dit clair et net. Ce sont les mêmes choses. Donc, vous n'êtes pas des seigneurs de l'économie. Vous ne voulez même pas être ces seigneurs. Une bureaucratie de l'Union africaine qui vit parce que l'euro et le dollar, l'euro
Ils ont payé en euros tous ces consorts. Pour justifier les salaires, nous avons une fanfaronnade de marché libre africain. Ça a quel sens? Donc moi, je n'ai jamais soutenu ça. Et tu es d'accord avec le Nigeria? Xavier, sur cette question-là, vous comprenez la réticence de quelques puissances africaines qui, sur le plan économique, connaissent effectivement un certain boom? Si je peux comprendre les réticences d'une certaine puissance africaine comme le Nigeria, mais je ne peux pas comprendre les réticences d'un pays comme le Cameroun. C'est une incongruité que le président Badakani parle. Le Cameroun a ratifié les accords, les partenariats économiques avec la France. Donc le Cameroun n'a plus de frontières entre l'Europe, les produits européens entre le Cameroun. Le Cameroun est le seul pays en Afrique centrale qui a ratifié cet accord. Mais alors, vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire à la fois. C'est une incongruité. Moi, je crois que nous devons être conséquents avec nous. D'abord, le chef de l'État du Cameroun, le président Biya, pour qui j'ai un grand respect pour son âge, certes, mais nous a habitués qu'il n'a jamais participé au sommet africain. C'est comme si j'ai l'impression, comme s'il avait des problèmes avec d'autres peaux noires africaines. Parce que à chaque fois, malheureusement, M. Badakani, laissez-moi, vous avez parlé, vous écoutez. Permettez-moi. Mais curieusement, à chaque fois qu'un Européen convoque une réunion du chef d'État africain, il est le premier à être présent. C'est ça qui est terrible. Mais pourtant, vu du haut de son expérience, 37 ans, il devait être celui qui devait donner au cap. Bon, disons, nous n'encourageons pas une éternité au pouvoir, mais aujourd'hui, le panafricanisme dont vous le vouez, c'est tout. Quand il fuit tous les sommets africains. Mon cher Bandak, non, ne me répondez pas. C'est pas moi le journaliste, je ne pose pas de questions ici. Je vais revenir sur une chose, mon cher Yves Sandou, que je vais dénoncer ici. C'est quelque chose qui relève la gouvernance locale. On ne peut pas, dans un pays comme le Cameroun, avec un maire aussi compétent que Diop Kwamdan Théophile, à Douala 13e, qui gère cette commune qu'il a trouvée pratiquement dans la rue. Pendant 5 ans qu'il a géré, non, le travail d'un maire ne se vérifie pas sur les salaires du personnel de la mairie qu'il occupe. Et d'ailleurs, même, il n'a pas d'arrivée. Laissez d'abord. Je dis donc, comment peut-on, il est victime d'un néoclassisme qu'on paye le CAC de 2018, on paye à tous les maires deux trimestres qui restaient l'année 2018, il reçoit un seul trimestre. Juste parce que c'est un maire de l'opposition, c'est un maire du SDF, où il a réussi à construire 29 ponts. Il a fait 29 ouvrages d'art. C'est que très peu de personnes. Et pour revenir donc, je voulais donc chuter par là, parce que c'est très important, il fallait que je rappelle ça sur votre plateau. Je vous remercie. Voilà donc, et ça je dénonce cet racisme, donc Kwabnan Théophile est victime à Douala 3e, et c'est pas bien. Vous voyez donc les problèmes. Alors, docteur, vous allez réagir très rapidement en dernière position. Je voulais d'abord que le docteur Eric Samerji sur ce commerce. Isaac, j'y arrive, sur ce commerce intra-africain. Alors, la grande question qu'on pourrait se poser, c'est celle de savoir comment va s'opérer ce commerce-là quand on a un problème d'harmonisation au niveau de la monnaie, par exemple. C'est ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Mais la commencé par l'harmonisation des politiques. Oui, et même des textes. C'est vrai que l'OADA est déjà là, qui joue un certain rôle. La CEMAC est assez limitée, la CEAC aussi, la CEDEAO assez limitée dans un coin. Si on veut penser continental, il faut donc mettre les mesures continentales. Or, de ce point de vue-là, on n'est pas assez avancé. L'idée est bonne. Mais maintenant, le procédé, la démarche pose encore problème. Je pense qu'il va falloir s'asseoir, même si on s'est déjà assis. Mais cette fois-ci, pour penser du vrai. C'est les questions de penser du vrai dans la gouvernance africaine. Mais vous avez vu au départ, il y a au moins 49 pays qui ont été d'accord, qui ont signé. Mais quand il fallait ratifier, on a dû attendre longtemps pour que les 22. Et on a eu ce problème même en Europe avec la Grande-Bretagne qui avait du recul par rapport à la zone euro. Donc, on peut comprendre que les autres aussi fassent leur calcul. Mais fondamentalement, le problème demeure. Il faut industrialiser l'Afrique avant de commencer à penser à une libre circulation des personnes et des biens approfondie. Il faut doter l'Afrique des institutions plus fiables et crédibles. Le commerce intra-africain tel qu'on l'a actuellement est très faible. C'est par exemple 10%
du commerce de ces mêmes Africains à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut développer. Mais vous allez donc développer avec quels produits? D'où la question de l'industrialisation. Donc je souhaite que les Africains soient beaucoup plus pragmatiques. Parce que ces discours-là, moi, ça me pose problème. Moi, j'aime l'auteur. J'ai été formé en gouvernance. Très Et bien. nous, c'est pas trop des discours. C'est la Docteur pratique. Salmon Ebele, est-ce L'auteur. qu'on a mis la charrue avant les bœufs avec ce commerce centrafricain? Pourquoi? Même si il faut aussi dire une chose. Habituellement, les premiers tests qui sortent avant les approches d'infrastructure, ce sont souvent les tests juridiques. Et on commence par les tests politiques. C'est-à-dire, on a envie d'eux. C'est ce qui vient d'être fait. À mon avis, c'est salutaire. On a envie d'eux. Maintenant, il faut, derrière les tests juridiques, et jusqu'à ce jour, l'Europe n'a pas de tests fiscaux. Hein. Et pourtant, il y a un test, il y a la monnaie il y a la monnaie qui a déjà été faite. Il y a un certain nombre de choses. Ça veut dire que, quelque part, il y a une démarche. Il reste un autre facteur fondamental. C'est quoi? C'est qu'en fait, on a de la chance en Afrique. Que plus tard on revienne sur certains éléments particuliers du franc CFA, ou même d'ailleurs qu'on change son nom, ou du moins qu'on enlève le compte d'opération, ainsi de suite, nous avons déjà de la chance d'avoir une zone. Ok? Derrière, il reste qu'il faut comprendre probablement le Nigeria. Il faut bien comprendre les intentions du Nigeria. Le Nigeria veut être le porte-parole de toute l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Voilà une nation qui a 180 millions d'habitants. Certains tests disent 190. Toute l'Afrique centrale a 44 millions d'habitants. Ça veut dire que 2 à 3 villes nigérianes valent l'équivalent de l'Afrique centrale. En d'autres termes, c'est le seul pays vers lequel est en train de s'orienter presque tous les investissements qui viennent en Afrique noire subsaharienne. Parce que tout simplement, il y a le moteur de l'économie qui est la consommation, le marché. Par rapport à ça, donc, il y a un autre gros problème de fond. C'est celui-ci. C'est qu'en fait, lorsque vous voulez faire les échanges, il faut que vos économies soient complémentaires. Pour que ce soit complémentaire, il va falloir dire à celui-ci, toi tu te concentres sur X, tel autre. Mais si tout le monde fait la même chose et produit la même chose, ben, vous finissez par être concurrent et non pas complémentaire. Conclusion, ben, il n'y aura pas d'échange. Parce que pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait dépolarisation. Que moi je te donne ce que tu n'as pas et que toi tu me donnes ce que... Mais quand tous nous avons la même chose, ben, on finit par se battre. Sur la même question, Sa Majesté Ndondo. Oui, la zone de libre-échange continentale au niveau de l'Afrique, en principe, est une opportunité, une très bonne opportunité pour les pays africains. Ouais. Parce que lorsqu'on mesure la masse de personnes qui est en Afrique, on a estimé à 1,2 million de personnes habitant en Afrique. Ah, 1 milliard, ouais, 1 milliard 200 000 personnes. Plus d'1 milliard. En Oui, 1 milliard 200 millions. 1 milliard 200 millions. Alors, le libre-échange, c'est la disparition, n'est-ce pas, d'un certain nombre de tarifs douaniers entre les pays africains. Et les pays africains ont jusqu'ici fait un effort dans le premier étage de l'intégration macro. Les pays africains il y a eu des régionalisations des groupes régionaux, c'est-à-dire qu'on parle ici de la CEAC, on parle de la CEDEAO, on parle de la SADC, on parle de l'Union du Maghreb arabe. Donc il y a un certain nombre d'agrégats qui, n'est-ce pas, fonctionnent, d'agrégats économiques qui fonctionnent pour, pour arriver, n'est-ce pas, à la finalisation de la zone de libre-échange, qui, je crois qu'on a estimé ça, où ils vont faire un premier arrêt en 2028, parce que c'est dans la vue de l'Union africaine a pensé que c'est en 2063, on pourrait, n'est-ce pas, arriver à l'intégration totale. Mais il faut aussi dire quelque chose. La première marche pour arriver à ce niveau, c'est la mise sur pied, n'est-ce pas, d'un espace de marché commun. Mise sur pied d'un espace de marché commun. Ensuite, une union économique commune. Et en fin de compte, parce que même l'Union européenne a fonctionné ainsi, en fin de compte, en dernier ressort, n'est-ce pas, la monnaie unique. Alors, la mise sur pied de ces différentes institutions demande un certain nombre de temps, demande la compétitivité, comme il l'a dit, des économies. Et le Cameroun, je crois que le Cameroun, pour sa part, parce qu'il faut toujours parler du Cameroun et de notre pays, le Cameroun, pour sa part, a quand même fait un certain nombre de bons dans, n'est-ce pas, la recherche de la compétitivité de notre économie. C'est la raison pour laquelle
Il faut le dire, c'est la raison pour laquelle nous avons signé, n'est-ce pas, un accord de partenariat économique. C'est-à-dire que le démantèlement des tarifs douaniers entre le Cameroun et l'Union européenne pour permettre au Cameroun, à la petite entreprise camerounaise de s'équiper. Parce que c'est par l'équipement de la petite entreprise camerounaise, c'est à partir de là, à partir du développement de la petite entreprise, de la micro-entreprise et de l'entreprise moyenne qu'on peut, n'est-ce pas, faire des plus-values. Et à ce niveau, nous pourrons, n'est-ce pas, sans doute compétir avec les grandes puissances occidentales en matière d'économie. Merci, messieurs, d'être venus dans le cadre de cette livraison de Politiquement Incorrect ce dimanche. Je voudrais remercier le docteur Salmon Ebele, qui est économiste. Bon dimanche et merci d'être venu sur ce plateau. Je vais également remercier Sa Majesté Patrick Ondondo du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Yaoundé. Je voudrais remercier Xavier Bélémé-Arnon qui est chargé de la communication pour le littoral du Social démocratique France. Xavier, merci d'être venu ce dimanche. Je voudrais remercier infiniment le docteur Isaac Essamé, politologue. Merci d'être venu. Et enfin, 1000 fois merci à Bandakani, président national du nouveau mouvement populaire. Merci, président, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. C'est tout pour Politiquement Incorrect. Au prochain rendez-vous dimanche prochain. S'il plaît à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci. Nous avons 1200 km.